Salut YouTube, donc ce soir on va faire un classement des films de Jean-Marc Vallée, un classement personnel bien sûr basé sur ces 9 films, on ne parlera pas des séries télé qu'il a faites, et donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu en dessous de la vidéo pour me dire quel est ton film de Jean-Marc Vallée préféré ou celui que tu aimes le moins, n'hésite pas, mais comme tu veux. Donc là, dans les 9 films qu'on a ce soir, j'avais vu 6 des films sur 9. Je n'avais pas vu Liste Noire, Lost Locust et Loser Love. Je les ai toutes réécoutées en ordre cette semaine. Donc j'ai vraiment commencé de Liste Noire jusqu'à Demolition. Et les 3 premiers, je les avais pas vus. Je vais toujours, comme d'habitude, me baser sur certains aspects pour classer mes films. Bien sûr, mon appréciation personnelle, à quel point j'ai aimé le film, à quel point je trouve que d'un point de vue technique, donc la caméra, les décors, les costumes ou même le montage est de qualité, en tout cas selon moi. D'un point de vue aussi histoire, à quel point les personnages sont construits, à quel point l'histoire est construite, à quel point le rythme est bon d'un point de vue scénaristique, le rythme pas ici de montage. Donc, et bien sûr, donc c'est ça, à quel point je l'ai aimé, comme je vous dis, ça va être ça la plus grande touche. Tu connais déjà mon top 1, c'est clair, parce que si vous avez regardé en dessous de ma biographie dans mon Twitch, j'ai dans mon top 10 de mes films préférés de tous les temps, un de ces 9 films-là. Je ne le dis pas tout au cas où vous ne savez pas. Mais je n'avais pas revu. Le film le plus récent que j'avais vu là-dedans, c'était Crazy, avant que j'ai réécouté toute cette semaine. Et avec le temps, il y a des films que je réécoute qui ont des notes qui ont changé, parce que je note tout le temps mes films. Il y a 2 films que j'ai changé à note là-dedans. Je vous en parlerai en temps et lieu. Et Lost Locust et Loser Love, c'est des films qui ont été très peu vus par les grands. En tout cas, sur IMDb, il y a très peu de gens qui ont noté les films. Genre peut-être 200 pour Loser Love, puis 400 pour Lost Locust. C'est des films que j'ai vus en qualité dégueulasse. Je pense pas honnêtement que ça va changer grand-chose à mon appréciation du film. En tout cas, à la note que je vais donner. Mais c'est ça. Et je sais c'est très facile de savoir qui j'allais mettre en dernier et qui j'allais mettre en numéro 1 et 2. 1, 2, 3, c'était facile. 4, 5, 6, c'est assez compliqué lequel que je mets avant l'autre. Et 7 et 8 aussi, j'étais pas sûr de savoir, mais là, je me suis fait un ordre dans ma tête, donc voilà. Commençons sans plus tarder. En numéro 9, le film que sur moi, qui est le moins bon de Jean-Marc Vallée, et même que je trouve qu'il y a des Jean-Marc Vallée, il y a des très bons films, mais celui-ci est vraiment affreusement mauvais. Je n'ai vraiment pas aimé. C'est le pire film que j'ai vu avec un montage sonore. Le pire film d'un niveau sonore que j'ai vu depuis très longtemps, c'est Loser Love. Donc l'histoire de Loser Love, c'est une femme qui est dans une relation extrêmement toxique avec un homme qui abuse d'elle psychologiquement et physiquement et sexuellement. Et qui donc a eu aussi une très mauvaise relation avec son père. Je peux vous le dire sans que ce soit un spoil parce que ça m'étonnerait que vous l'écoutez. Son père en fait avait un gun et tirait à côté d'elle pour s'amuser pour le fun, pour lui faire rire. Un peu comme une sorte de Guillaume Tell, mais elle avait pas de pomme sur sa tête, c'était genre juste le mur. Donc c'est sûr que psychologiquement ça te trouve un peu une enfance quand ton père fait ça, puis son père part tout seul, souvent son grand-père, puis il va pas très bien. Et donc à un certain moment dans l'histoire, elle décide de se venger de se venger des 2 hommes toxiques de sa vie, mais ça c'est vraiment juste dans les 30 dernières minutes. Le film dure 1h40 et je me disais on va être un peu comme une sorte de Promising Young Woman. En lisant juste le synopsis, c'est ça que je me disais, mais ça prend 1h20. En fait, je vous conseille d'écouter Promising Young Woman, c'est vraiment plus intéressant et c'est beaucoup plus prenant d'un point de vue féministe et d'un point de vue de comment la femme se venge. Parce que dans Loser Love, le gros problème, honnêtement, à part le son, c'est que le personnage principal, le personnage féminin, pendant très longtemps est un peu inactif, se laisse un peu guider par les actions des autres, donc surtout de son copain. Sa meilleure amie essaie donc de en sortir, mais elle reste dedans. Puis c'est normal, je comprends pourquoi le film est fait, puis le film essaie d'aborder des sujets vraiment importants, mais de façon pas intéressante, on va le dire, de façon assez courtoise. Il y a le film, il n'y a pas non plus il y a un certain intérêt dans certaines choses. On va commencer vraiment par les critiques. Comme je dis, le travail sonore est affreux.
le mixage sonore dans la même scène, des fois, tu parles d'un personnage qui est extrêmement loin donc dans la scène, dans le plan, il est dans le fond du plan, et tu l'entends donc de loin. Et le plan d'après est à côté, donc tu l'entends très bien, mais juste parce que le micro est plus proche, donc ils n'ont pas fait de réglage sonore, il n'y a pas refait des voix. Puis dans des films, des fois, ça fonctionne bien d'avoir des ambiances sonores un peu différentes, la personne s'envole, donc tu entends moins bien. Mais là, c'est drastiquement dans la même phrase. La personne commence à parler de même, puis après ça, c'est constamment ça dans les scènes. Je vois, il y a deux scènes, deux plans où tu vois ça du micro. Là. Le micro, il arrive ici, disons ici, là. Donc tu vois le micro qui est dans le 1/5 de l'écran. Ça n'avait pas d'allure. Je me demandais même si le film n'avait pas été tourné, n'avait pas été pensé pour avoir deux bandes noires en haut et en bas, parce que tu vois beaucoup le micro. Il y a une scène complète qui est faite en post-production, clairement, comme le son était refait en montage, donc il redouble, et tu vois beaucoup, ça se ressent beaucoup. Donc c'était affreux d'un point de vue sonore. La fin est assez satisfaisante, donc quand justement le personnage finit par agir, quand elle décide d'aller se venger de son mari, de son père, c'est un peu plus intéressant. Ça fait très film noir. Je veux dire, un film thriller classique. Il n'y a rien de spécial, mais du film, c'est plus intéressant. Il y a quelques plans ici et là aussi que tu sens que Jean-Marc Vallée a voulu un peu plus s'amuser avec son directeur photo. Le directeur photo pour les 3 premiers films, c'est le même. Puis c'est Pierre Gilles, je sais pas comment on le dit. Il y a aussi comment dire, des plans, ça, je pense que c'est plus à la scénarisation, où le personnage principal parle à la caméra directement. C'est pas dans un lieu, c'est pas pendant une scène, c'est entre deux scènes. Elle est juste assise là, au coucher. Puis la caméra, en fait, la caméra est en gros plan, je sais pas si elle est couchée ou assise. Puis elle fait juste raconter un peu comment elle sent dans sa relation, avec son ami, dans la journée, tout ça. Un peu comme une sorte de voix off, c'est elle fait la narration du film, mais au lieu d'être par-dessus d'autres images du film, il y a vraiment une scène où elle fait la narration, puis qu'on la voit parler. C'est pas inintéressant. Annie Hall fait ça aussi un petit peu au début du film, où le personnage principal parle à la caméra pour faire la narration. Mais la façon qui est emmenée, on dirait que c'est vraiment très bizarre, c'est peu naturel. Et la fille, la personne qui a écrit le scénario, a rien écrit d'autre avant, rien d'autre écrit après. Je pense qu'elle se base un petit peu sur du dogme, ou en tout cas les films indépendants européens des années 90, parce qu'il y a vraiment des ambiances qui font un peu de même. Comme aussi, tous les amis du personnage principal détestent son chum. À chaque fois que son chum est dans la scène avec ses amis, il y a des gros malaises, puis personne parle, puis tu ressens le malaise, mais tu le ressens pas dans le sens. Je le dis pas comme une sorte de qualité, là. C'est vraiment des scènes qui sont awkward. On dirait plus qu'ils ont oublié leur texte. On dirait plus qu'ils savent pas où ils s'en vont. En tout cas, j'ai détesté. J'ai trouvé ça affreux. J'ai mis 4 sur 10 au film. Donc c'est vraiment bon pour moi, là, 4 sur 10. On est et c'est cheesy, il y a des petits effets de montage. En fait, l'affaire, c'est que Jean-Marc Vallée fait souvent son propre montage. Il a pas fait son montage pour Crazy, il a pas fait son montage pour Young Victoria. Je sais plus s'il l'a fait pour Loser, mais j'avais déjà fait des tops sur Tarantino et Wes Anderson. J'avais déjà fait des classements. Et tu vois la mise en scène de Tarantino, tu vois la mise en scène de Wes Anderson, tu vois leurs pattes. C'est très facile de voir la signature. Jean-Marc Vallée, c'est vraiment intéressant quand tu regardes son film parce que je me dis, il n'y a pas vraiment de signature à Jean-Marc Vallée. Entre Liste Noire et Wild ou Dallas Buyers Club, c'est deux films qui ont des esthétiques extrêmement différentes. Il y a deux films, Liste Noire ou Crazy utilise beaucoup plus des effets de style, des ralentis. Ben, il en fait un petit peu dans Dallas Buyers Club. Mais il n'y a pas de signature visuelle aussi marquée que Wes Anderson ou Tarantino. Sauf que l'affaire que tu fais quand tu regardes tous ces films d'une shot à Jean-Marc Vallée, c'est vraiment le montage. Il y a vraiment une signature dans la façon qu'il monte ses films. Il adore Jean-Marc Vallée. Il y a deux choses. Il y a ça puis la musique. Et il y a trois choses aussi. Il y a le sexe parce qu'à chaque fois, au moins, sauf dans Demolition, il y a tout le temps une scène au moins de sexe. Mais ça, je pense que c'est juste un hasard, là. La musique, son père était musicien, son père était pas musicien, son père était travaillait dans une discothèque, je crois, où il était DJ. Donc il y a toujours une importance très grande dans sa vie, Jean-Marc Vallée, pour la musique. Et tous ses films ont une importance sur la musique
tout le temps sauf peut-être quand c'est premier parce qu'il y a moins un gros budget, mais à partir du moment où il peut se permettre d'avoir des musiques assez reconnues, il va en mettre assez souvent. Puis ça va être soit des pièces très importantes comme du Pink Floyd ou David Bowie ou Simon and Garfunkel. Mais donc c'est ça, donc son point de vue de montage, c'est ça qui je trouve fait sa signature la plus visible. Il y a souvent des effets de transition entre ces scènes, ou alors on va y revenir, mais des montages parallèles ou des montages pour faire comprendre ce que le personnage pense avec des souvenirs. Donc juste de petits plans ici et là. Il y a vraiment à chaque fois tu remarques qu'il a repris, que son montage est toujours dans le même style. Et Loser Love ne fait pas exception. Tu vois des fois juste des petits flashbacks de même rapide. C'est pas un film, je pense, qui l'intéressait autant que ça, parce qu'à part ça, le reste, contrairement à Liste Noire, même Los Locos, on dirait qu'il est en mode automatique. Il y a très peu d'idées de mise en scène. Ça a l'air vraiment juste un film banal comme les autres. Mais c'est ça. C'était ça a duré 1h40, puis je trouvais que ça durait plus longtemps dans ma tête, là, tellement c'était pas intéressant. Mais là, dès la fin est vraiment comme mieux. On va dire moyenne. Bon, voilà. Pour la 8e position, sans vraiment grande surprise, on va aller avec son autre film que peu de monde ont vu, qui est quand même vraiment déjà plus intéressant, Los Locos, donc Les Fous, qui est une sorte de western un peu atypique des années qui sortit en 1997. Encore une fois, je sais pas du tout comment Jean-Marc Vallée est passé d'un film qui s'appelle Liste Noire, donc un film québécois avec un assez bon succès, à faire 2 films américains que personne ne connaît. Où l'as-tu trouvé pour l'écouter? Écoute, ça n'a pas été si compliqué. Ça a été plus compliqué pour vrai, je pense, Liste Noire. Loser Love, il y a un site internet où Los Locos, tu peux l'écouter sur YouTube. Il est sur YouTube en 144p ou en 240p. En tout cas, c'est dégueulasse. Tu vois, le grain est vraiment présent, pas le grain, mais le pixel. Et Loser Love, il y a un site internet où j'ai juste écrit Loser Love Streaming, puis je l'ai vu de même. Puis juste, man, quand je voyais la perche qui dépassait, j'étais comme, voyons, à quel point, où il n'y avait pas d'argent, où il s'en foutait, puis tu ressens qu'il s'en foutait. Tu fais ça plus pour, je pense, continuer à réaliser un petit peu. Donc Los Locos, on est donc dans un film de western, et au début, donc il paraît que c'est une suite d'un autre film western que je n'ai pas vu, donc un jeune homme noir très bon à la gâchette qui est perdu dans le désert au début et se fait donc retrouver par des nonnes et des personnes qui sont mentalement, disons, différentes pour l'époque. La première partie du film, je pensais beaucoup à Volutsun Coucou. Je me disais que ça allait être de même. Un gars qui était donc sain d'esprit, ou en tout cas qui semble sain d'esprit, qui se retrouve dans une asile, et je mets des guillemets parce que Volutsun Coucou, c'est des gens qui font des dépressions nécessairement. Des gens qui ont vraiment. Non, c'est pas ceux de Django. Non, c'est pas ceux de Django, puis ça n'a pas rapport du tout avec Django. Ça serait quoi le bon terme? Attendez, on va Los Locos. Je vais essayer d'utiliser le bon terme. Des gens qui sont emotionally challenged people. Donc des gens qui ont un certain challenge émotionnel. En tout cas, clairement, ils sortent de l'ordinaire, puis dans le temps, ils étaient dans un asile. Et donc, il finit donc par se retrouver avec ce petit groupe-là. Et pourquoi j'ai dit que ça faisait penser aussi à Volutsun Coucou, c'est que la nonne principale meurt, et celle qui la remplace est une tyrante assez difficile, qui fait tout pour faire chier les gens avec qui elle est, avec tous les patients de l'église. Et ils sont comme en chemin pour aller dans une autre congrégation. Mais en plein milieu du film, encore une fois, spoiler, hein, désolé, la nonne principale, elle se fait tuer. Et donc, le petit groupe décide d'avoir une liberté, de faire ce qu'ils veulent, et ils décident donc d'aller dans le village le plus proche, qui se retrouve à être désert, parce que le village le plus proche va se faire attaquer par des bandits qui en plus joué par Danny Trejo. Le chef des bandits est joué par Danny Trejo, le gars qui joue Machete, si jamais vous voulez savoir. Et donc ils décident parce qu'ils peuvent pas s'enfuir parce que leurs chevaux ont été vendus par un des gars du groupe,
parce qu'ils croyaient que faire de l'argent c'était cool, donc ils vendaient tout ce qu'il y avait, ils vendaient les chevaux. Donc ils n'ont pas de chevaux, ils peuvent s'enfuir, puis ils savent qu'il y a un groupe de 10 bandits qui arrivent, donc ils sont 4-5 personnes contre 10-12 bandits. Et à la fin, donc, ils doivent défendre le village qui est complètement vide parce que les habitants sont enfuis pour pas se faire tuer par les bandits. La première partie, en fait, le film est vraiment dans deux parties extrêmement différentes, puis c'est vraiment extrêmement. On sait aussi même qu'il y a une réalisation assez différente. On dirait que la deuxième partie, Jean-Marc Vallée a fait juste comme on fait un film d'action, puis voilà. Mais en première partie, on est plus dans un film un peu. Un peu pas philosophique, mais il y a des plans qui ont l'air un peu plus artistiques, on va dire ça de même. En tout cas, il va chercher des affaires un peu plus, la façon de cadrer, la façon de chercher l'éclairage, les plans. Peut-être parce qu'ils sont aussi à un certain moment, ils sont établis, donc peut-être c'est pour ça que c'est plus cadré. Quand ils arrivent dans le village, ça devient vraiment des champs où ils préparent un peu comme un melon, ils préparent des pièges pour les gens. J'exagère un peu. Bonsoir Émilie, bonsoir Émilie. Mais donc c'est ça, donc là, ce cas, honnêtement, j'ai vraiment hésité entre le 8 et le 7 parce que là, ce cas, je me suis plus amusé que le 7. Mais tu vois certaines. Tu vois un certain degré technique qui manque aussi. Puis tu vois qu'ils ont manqué de budget. Bonjour Fred, allô. Tu vois qu'ils ont manqué de budget aussi dans Lost Locus. Ou pas qu'ils ont manqué de budget, mais le village qui est vide, ça tombe bien. Hein, ils n'ont pas besoin de faire des. Il y a une scène où on voit les figurants qui arrivent à la fin, mais t'as pas besoin de payer de la figuration à cause de ça. T'as juste 6 personnes. T'as pas besoin de grands décors dans le désert. En plus, Jean-Marc Vallée, il est assez économique. Hein. Dans ses films, dans Bear Club, Wild puis Demolition, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais ils ont tourné sans éclairage. Sans éclairage. Donc là, ce cas, ils ont un peu préparé à ça. Puis Loser Love. Donc, le film, j'ai beaucoup plus aimé. À la fin, j'avais beaucoup de compassion pour la petite troupe de 5-6 personnes qui étaient. Donc, le Pisterio et les personnes mentalement différentes, on va le dire comme ça. Ils sont pas fous. En fait, dans Lost Locus, même, ça s'appelle les fous. Ils sont pas fous. Il y en a un qui est même assez intelligent, qui est juste une obsession sur la politique, puis être pacifique. Il y en a un autre qui est juste un peu comme une sorte de Rain Man. Il est capable de compter les cartes, puis il est obsédé à tout le temps avoir sa longue vue. Il y a un autre qui aime juste beaucoup les animaux, puis qui est un peu plus lent. Ils sont pas fous. C'est juste que dans le temps des western, on dit qu'ils sont fous. Ah, les gens ont changé. Mais donc ça, j'ai fini à la fin par avoir une certaine compassion pour ces personnes-là. Tandis que dans le film qu'on va parler en 7, je me foutais complètement des personnages. J'ai trouvé ça vraiment plate. Mais c'est ça, le 7 a vraiment une plus belle caméra. Un plus beau décor, c'est vraiment juste la seule chose là-dedans. J'ai pas beaucoup de choses à dire non plus sur Lost Locus, honnêtement. L'affaire, c'est que tu sens pas encore le style de Jean-Marc Vallée. La première partie, comme je dis, il va chercher plus des plans, il fait un peu plus des effets de style, des ralentis, des contre-éclairages. Il filme dans un désert, donc il fait des références un peu à Laurence d'Arabie. Mais d'un point de vue stylistique, montage, même, on le voit encore moins que dans Loser Love. De mémoire, là, on le voit encore moins que Loser Love. Il n'y a pas des transitions folles. Voilà. Mais j'ai plus aimé que le numéro 7. Et je trouve qu'il est vraiment très plate, honnêtement. Young Victoria. J'avais déjà vu Young Victoria, donc lui en 2009. Et lui, j'ai changé la note parce que j'avais mis en 2009 Young Victoria en 4 sur 10. Là, j'ai mis 5 sur 10. Bravo Young Victoria. Victoria et Jeunes années d'une reine. Tu as gagné un point dans ma vie. Tu es moins pire que ce que je pensais. Mais je te trouve quand même assez plate. Je t'avouerais, je trouve que l'histoire... En même temps, c'est pas mon genre préféré. Donc, comme vous aurez compris, Young Victoria, ça parle de la reine Victoria dans ses jeunes années. Elle avait 17-18 ans et que son oncle est sur le point de mourir. Et donc, elle doit apprendre à être une reine entourée d'hommes qui veulent tout avoir le pouvoir, ou en tout cas pouvoir la contrôler, elle. Au début, en fait, le film, le 2/3 du film, parle de vraiment comment plein de monde essaie d'influencer la jeune reine. Ou même il y a du monde qui essaie de l'empêcher de devenir reine en faisant signer papier pour qu'elle quitte le trône, mais qu'elle ne prenne pas le pouvoir du trône.
Et donc là, il y a plein de gens qui essaient de la séduire ou en tout cas de l'amadouer, de le faire changer d'idée, de la contrôler un peu. Et elle doit essayer de prendre son indépendance à travers ça. Mais le dernier tiers du film parle beaucoup plus de sa relation avec son mari, donc le prince Albert, et donc qui a été introduit plus tôt dans le film quand même. Bon genre de film. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que Rosen aussi, Rose adore les films de royauté. Et je lui ai dit, écoute, c'est un film de royauté en plus qui parle de comment d'une histoire d'amour entre Victoria et le prince Albert qui a l'air d'être vraiment une histoire touchante. On va en parler un petit peu plus tard. Mais en plus, parce que Albert, c'est vraiment le meilleur personnage, je trouve, du film. Il est introduit assez tôt, puis on sent vraiment qu'il y a une compassion, puis qu'il l'aime pour vrai. Sauf que je trouve, il y a quelque chose dans le film qui est assez. Comme je dis, c'est pas mon style préféré, mais j'ai vu The Crown, puis j'ai adoré The Crown. J'ai vu d'autres films comme le film avec Helen Mirren. Quand la reine doit prononcer un discours après la mort de la princesse Diana. Voyons. J'ai vu le discours du roi, mais je trouve que c'est pas vraiment. Mon Dieu, mais Jean-Marc Vallée a vraiment fait beaucoup de films différents que je savais pas que c'était lui, Dallas Buyers Club, Young Victoria. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment. Mais comme je disais, il a fait des films assez différents, mais vraiment tout ce qui relie, contrairement à, disons, une thématique pour certains réalisateurs comme Martin Scorsese, ou vraiment une stylistique comme Wes Anderson et Tarantino, c'est au niveau du montage, je trouve que son film, dans sa filmographie, reste plus conséquent. Mais donc je peux dire que c'est un auteur, Jean-Marc Vallée est vraiment un auteur, même s'il n'a pas écrit tous ses films. Mais il y a vraiment une signature et une patte qui fait que tu le reconnais, surtout dans les après Crazy. À part Lost Focus puis Lost Love, tu reconnais vraiment sa patte de mise en scène au montage. Oui, Rose ce soir, en fait Rose en ce moment est en train donc de faire passer une entrevue pour sa job, puis la personne pouvait juste passer une entrevue à 19h, elle va nous rejoindre plus tard. Mais attendez, c'est quoi déjà donc le film avec Helen Mirren qui a gagné au score de Queen, c'est ça. The Queen qui en français s'appelait Sa Majesté la Reine. Donc, je n'ai vu des films sur la royauté, j'ai vu Mary Queen of Scots, des affaires de même. C'est pas le film que non plus, c'est vrai, j'avoue, qui m'intéresse le plus, qui me parle le plus. Oui, j'ai vu Quills aussi, j'ai vu le film Quills, comme tu dis, Fred. Mais Young Victoria, il y a vraiment un problème et je pense que c'est au niveau du montage. Parce que justement, je rebondis ce que tu dis, Émilie, est-ce que c'est lui qui a fait le montage de ces films? Souvent, pas toujours. Même, disons, Crazy, c'est pas lui qui a fait le montage, mais il a fait le montage de Liste Noire, il a fait Café de Flore, il a fait Dallas Buyers Club, il a fait Wild, puis je suis pas sûr qu'il a fait Demolition, on va le regarder tout de suite. Hop. Mais il a pas fait. Oui, c'est lui qui a fait aussi Demolition. Donc il faisait souvent en plus ses propres montages, et même quand il faisait pas son montage comme dans Crazy, tu sens vraiment sa signature de montage. Mais Young Victoria, l'affaire c'est que je me dis, il n'y a pas le director cut, c'est pas lui qui choisissait le montage final. Et vraiment, la façon qu'il fait ces montages, donc comme je dis, c'est souvent il fait pas des films narratifs qui partent du point A au point B. Souvent, il y a des films il y a des flashbacks en arrière, des flashbacks en avant et des flashbacks dans les flashbacks. Des fois, dans une scène, il y a juste un petit plan de même qui s'introduit dans la scène pour faire comprendre à quoi le personnage pense, donc qui est une scène qu'on va voir au complet plus tard dans le film. Ça arrive de même. Et j'imagine que filmer Young Victoria un peu dans ce style-là. Et tu sens que le montage, on dirait, va un peu partout. Déjà, même dans l'histoire, je vous dis, 2/3 du film parle de Victoria qui doit apprendre à se faire confiance puis à ne pas se faire influencer par tout le monde. Puis le dernier tiers parle de sa relation avec le prince Albert. Tu sens déjà, genre, que même si la transition se fait logiquement quand je vous le dis de même, dans le film, on dirait comme l'arc narratif est assez coupé rapidement sur son problème du début. Puis tu sens que ça respire pas. Vraiment, mais ça va. Il y a aussi un autre de ces films que je trouve que c'est encore pire qui respire pas, mais Young Victoria, ça ne respire pas au niveau de son montage. Les scènes sont courtes, passent trop vite d'une à l'autre, à cause justement que comme il se basait lui beaucoup sur ces transitions qu'il allait faire, ou alors peut-être qu'il pensait que les scènes allaient durer plus longtemps, puis en plein milieu, elle mettre un flashback, puis revenir, je sais pas comment il pensait le faire. Mais il y a quelque chose vraiment de bizarre où ça arrive de même, puis les scènes sont courtes, puis on change de sujet tout de suite, ce qui fait de quoi, en même temps, ironiquement, de dynamique, mais aussi qui m'attache peu.
Puis, honnêtement, j'ai dit que j'ai monté le film. Le film est très beau. Le film est très beau. Les décors, c'est fait par celui qui a fait Crazy aussi, Victoria. Il a gagné aussi aux Oscars pour les meilleurs costumes, puis les costumes sont magnifiques. C'est Sandy Powell, si je ne me trompe pas exactement. Puis donc, les décors sont faits par Patrice Vermette. Et si vous connaissez un petit peu, c'est lui qui a fait les décors aussi sur Dune. Donc, il a gagné un Oscar. Il a fait sur Prisoner, il a fait sur Stereo, Arrivé. C'est un directeur photo. Un directeur artistique québécois. Donc, honnêtement, le film est vraiment incroyable. C'est la seule raison pourquoi je le mets avant 7 que 8. Mais bon Dieu que j'ai trouvé ça. Je trouve que il y a des bonnes idées, puis l'histoire pourrait être intéressante, mais la façon de faire ne m'intéresse pas. À cause justement de ce montage-là. À cause justement, je pense qu'il n'y avait pas le directeur cut. J'ai mis 5 sur 10. Et donc pour moi, je peux comprendre qu'on l'aime. Mais même Rose a trouvé ça un peu différent, un peu intéressant. Il y a une autre chose qui fait aussi quand même que Jean-Marc Vallée, dans toute sa filmographie, est un excellent directeur d'acteurs. Ces acteurs, ces acteurs ont souvent été nominés ou ont gagné des prix aux Oscars ou aux Emmy Awards ou nominés au Golden Globe, tout ça. Donc les acteurs sont incroyables, la direction d'acteur est incroyable. Puis le film, honnêtement, il est pas si mauvais, je veux dire, il c'est pas... C'est 5 sur 10 pour moi, peut-être que vous dites c'est très très bas. Pour moi, c'est juste, je le trouve pas intéressant. Puis je trouve qu'il aurait pu être mieux. Et je peux comprendre qu'on l'a aimé. Mais c'est ça. Pour vrai, comme je disais, le personnage d'Albert, donc celui qui va jouer son mari, est vraiment plus touchant parce que, en fait, dans la vraie vie, j'ai plus aimé parce que maintenant je comprends un peu plus la royauté. Dans la vraie vie, le roi Albert, en tout cas le prince Albert, ils ont été mariés pendant 20 ans et le roi est mort donc à 42-43 ans. Et Victoria a passé le reste de sa vie, elle a vécu jusqu'à 81 ans, en deuil. Et quand tu sais ça, c'est vraiment plus touchant de voir à quel point Albert tenait à elle et il l'aimait vraiment et puis voulait juste s'impliquer. Puis ça m'a fait penser aussi un petit peu à The Crown quand ces scènes-là arrivent. Mais je trouvais qu'encore une fois, The Crown c'est mieux fait. Je trouve que The Crown prend plus son temps pour expliquer les affaires, tandis qu'on dirait que Victoria est un peu rushée. On dirait qu'ils ont coupé des affaires, ils ont coupé des scènes ou qu'ils ont voulu faire comme on va faire du montage, on va faire du rythme, on va faire du faux rythme. Qui ne marche pas vraiment, mais les acteurs sont vraiment bons. Emily Blunt est incroyable. Il y a un petit rôle, mais celui qui joue Jim Broden, celui qui joue dans Moulin Rouge et dans Harry Potter 6. Et il a un petit rôle, il joue le roi William, donc l'oncle de Victoria. Excellent, je le trouve très drôle aussi son personnage. Mais c'est ça. Puis aussi, peut-être l'affaire, c'est que on dirait qu'il y a des scènes, c'est vrai, j'avais oublié ça, il y a des scènes qui sont un peu surlignées sur le message qu'ils veulent dire. Exemple, la mère de Victoria, je sais plus c'est quoi, c'est pas son assistant, mais son homme maître de maison veut faire signer à Victoria des papiers pour qu'elle ne devienne pas reine. Pour que ce soit une autre personne qui devienne comme un jeu de pouvoir, pour que ce soit une autre personne qui prenne le contrôle de l'État parce qu'il dit qu'elle est trop jeune, puis elle serait en régérence jusqu'à ses 25 ans, mais après ça, il pourrait pousser à la régérence encore plus longtemps. Je trouve que c'est souligné en gros, là, comme le gars il est pas subtil, puis je me dis, si tu parles à la future reine, puis tu l'engueules en mettant le crayon dans sa main, puis il est comme ah ouais, signe, puis il pogne la main, puis il fait comme ah, signe, puis elle fait comme non, je vais pas. C'est sûr que ça va mal finir. Si elle veut pas, elle devient reine, puis après ça, tu vas la mettre dehors. Pas subtil. Peut-être que c'est arrivé de même. En tout cas, moi je trouvais que c'est un petit peu souligné. Bref. C'est ça. Mais, Emily, écoute-le. Tu me diras que ça en pense. Il est assez facile à trouver, honnêtement, Young Victoria, pour l'écouter. Maintenant, passons au numéro 6, donc le film que j'ai écouté aujourd'hui, Demolition. Donc, Demolition, qui parle d'un homme qui donc vient de perdre sa femme. Sa femme vient de mourir dans un accident d'auto. Lui était dans l'auto avec elle, il n'a eu aucune égratignure et sa femme est morte. Et ne ressent absolument rien. Il n'est pas triste. Dans son deuil, il n'a aucune tristesse. Il s'en fout un peu. Et il découvre donc une sorte de passion pour. Il travaille dans une sorte de boîte où ils doivent vendre un peu des. C'est quoi déjà ça? C'est comment expliquer? En tout cas, il travaille dans un bureau comptable ou en tout cas pour la banque.
et finit par un peu délaisser ce monde-là, délaisser tous les gens qui y parlent et s'intéresser à démolir des choses, Demolition. Entre-temps, devient ami avec une femme, une employée au service à clientèle d'une compagnie de machines distributrices, parce que quand sa femme est morte, lui il voulait s'acheter des M&M, le bonbon M&M est pris dans la machine distributrice, donc il fait une plainte, puis il finit par donc écrire plein de lettres à la compagnie, et entre-temps donc se vider le cœur, parce qu'en fait il dit qu'il ressent rien, mais finalement il vit son deuil juste d'une façon assez différente de qu'est-ce qu'il y a d'habitude. Demolition n'est pas un mauvais film, honnêtement. Je trouve que c'est intéressant parce que justement, on parle souvent de montrer le deuil comme tu vas pleurer intense, puis tu vas être en crise, mais tu peux vivre ton deuil de différentes façons, puis lui le sent d'une façon qui est très différente de tout le monde autour de lui, qui est trop touché, mais lui est tellement décalé de ça, c'est comme on dirait qu'il s'en rend pas compte encore. Il dit aussi qu'il n'aimait pas tant sa femme, donc il se dit c'est à cause de ça que genre je vis pas mon deuil. Demolition est son dernier film avant qu'il parte à la télévision, avait été reçu assez tièdement. Quand j'avais vu aussi, je peux comprendre, je l'ai mis à cette position-là parce que je trouve que la deuxième partie est vraiment plus intéressante parce qu'en fait, quand il devient ami avec la femme du service à clientèle, ils finissent par les deux par se rencontrer en vrai. Et elle a un adolescent de 15 ans. Et la relation entre Jake Gyllenhaal et le fils joué par Judah Lewis. Donc, quand Davis et Chris, les deux noms de personnages, sont ensemble, je trouve que c'est vraiment les meilleures scènes du film. Ou peut-être pas les meilleures scènes, mais en tout cas, c'est. La deuxième partie est vraiment plus intéressante quand les deux passent leur temps ensemble et quand les deux arcs narratifs ont lieu sur ces deux personnages-là. Mais la première partie, je trouve que c'est un petit peu difficile d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui dit qu'il s'en fout de sa femme. Je trouve que c'est un petit peu difficile aussi de s'investir dans quelqu'un qui, tout le long, a l'air de pas n'avoir d'émotion, même s'il y a de l'émotion, là, mais c'est juste une face assez straight. Mais ça, c'est aussi intéressant. Donc, pourquoi il finit par vouloir tout démolir? C'est parce que juste avant que sa femme meure dans l'accident d'auto, elle lui a dit que leur frigo était brisé puis qu'il devait le réparer. Là, il essaie à un moment de le réparer puis il décide de tout briser ça. Puis ça lui fait du bien. En fait, il a juste besoin de se ressentir vivant. C'est un film qui fait beaucoup penser dans fin des années 90, un peu comme American Beauty, Office Space, où les gens sont comme devenus un peu aliénés par les travaux au bureau et ont juste besoin de reconnecter avec la vie à l'extérieur, avec leurs sentiments. C'est un petit peu dans ce style-là. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi un film qui a été écrit dans la fin des années 2000, parce que le film est sorti en 2016. Oui, le film est sorti en 2015, mais le scénario était fini en 2007 puis que personne n'avait voulu le produire pendant ces 9 années-là. Donc ça se peut que le film avait été commencé à écrire dans les années 2000, dans cette idée de cinéma-là, où tout le monde essaie de se reconnecter avec eux-mêmes puis de vouloir quitter la vie de bureau. Mais c'est ça. Puis là, on a vraiment, encore une fois, le montage de Jean-Marc Vallée, où on a aussi tous ces flashbacks-là sur leur vie de couple, sur ces moments où ils voient, disons, un meuble, puis là, ça coupe, puis on voit comme un souvenir que lui a avec sa femme, avec ce meuble-là. Il y a des moments où on est avec le personnage de Jake Gyllenhaal et avec la femme du service à clientèle et son fils. Donc des montages en parallèle. C'est vraiment difficile à décrire leur style parce qu'en fait, c'est juste ça, c'est le style de montage, c'est juste des petites coupes rapides ici et là. Il fait pas beaucoup de transitions comme on va en parler dans ses autres films après, mais c'est ça. C'est plus intéressant la deuxième partie. La première partie aussi peut être bonne, mais je trouve qu'elle prend un peu trop son temps avant d'arriver dans quelque chose d'intéressant. En fait, on dirait que comme le personnage est trop pas inactif parce qu'il fait des affaires, mais comme tu vois tout le monde pleurer autour de lui, puis tu le vois, lui, qui réagit pas, tu as juste envie de le brasser. Je suis comme, voyons, genre. Parle de comment tu te sens. Il a juste besoin de parler. Puis à la fin, il a trouvé quelqu'un à qui parler, qui sont des gens qui sont à l'extérieur de sa famille. Mais il a juste un petit peu en trou de cul aussi, parce que comme il parle pas, puis que personne comprend. Puis je veux dire, je comprends tout à fait. Des fois, tu peux pas parler aux gens que tu t'agis, des gens de ta famille, puis je comprends que c'est difficile d'aborder ces thématiques-là du monde
puis tu le sais peut-être pas, tu peux pas le ressentir, mais il agit un petit peu en salaud pour le reste du monde. Comme son beau-père veut faire une fondation en l'honneur de sa fille, et donc de sa femme, et lui, puis c'est normal parce qu'il vit son deuil de même, mais s'en fout tellement. Mais le beau-père a besoin du soutien donc de son filleul, donc de son gendre. Puis il s'en fout. Puis tu comme. Ça fait un peu que je comprends pourquoi il agit de même, mais ça me fait quand même détester le personnage. Parce que tu fais comme. Oui, ok, t'es en deuil, mais il y a d'autres mondes aussi autour qui sont en deuil. Puis t'agis un peu égoïstement. Ma perception des choses. Mais en même temps, pour des mondes qu'il connaît pas du tout, donc le fils de l'autre fille, il va vraiment s'impliquer vraiment gros, puis il essaie de l'aider. Donc, peut-être parce que juste ça lui fait trop penser à sa femme quand il est avec l'entourage que lui a connu toute sa vie. C'est ça. Mais c'est un personnage quand même assez intéressant. Parce qu'il est très profond. Il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage. Mais il me fait chier des fois. La première partie du film me fait vraiment chier. Mais je comprends en même temps pourquoi. Bref. Le numéro 5 maintenant. On va aller au numéro 5. On passe à toute vitesse. Le stream d'habitude, je sais que les classements ont fini vers 21h30. D'habitude, on prend 2h30. On va passer quand même assez rapidement sur tout ça. Parce que surtout, les films sont tellement différents, c'est difficile de les connecter entre eux. Et c'est facile de savoir pourquoi j'aime certains films et d'autres que je déteste. Parce que même si je trouve que le montage est vraiment intéressant dans ces films, je trouve que c'est une de ses faiblesses à certains moments. En tout cas pour moi, je trouve que, comme j'ai dit sur Young Victor, ne respire pas assez. Et je trouve que ça devient un peu un tic de réalisation qui me gossait, surtout dans Café de Flore. Café de Flore, je le mets 5e. Mais si le personnage de Jake Gyllenhaal me tombait sur les nerfs, le personnage dans Café de Flore est encore pire. Même si, encore une fois, je comprends pourquoi il agit de même, puis j'ai de la misère avec ce personnage-là, même si on sent qu'il y a un bon fond. Bref, on va expliquer Café de Flore, c'est deux histoires. Qui a jamais vu Café de Flore? Parce que ça se peut que je vais peut-être dire le punch. Donc, si vous n'avez pas vu de Café de Flore et vous voulez le voir, au pire, bouchez vos oreilles et revenez dans une vingtaine de minutes. Donc, Café de Flore, on a deux histoires parallèles. On a l'histoire de Vanessa Paradis. Jamais vu. Ben écoute, si tu veux l'écouter, au pire, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si tu connais le punch. Là. Donc, on a deux personnages principaux, Vanessa Paradis et Kevin Parent. On va commencer par Vanessa Paradis. A eu un enfant trisomique dans la France en 1960. 1960. La majorité de l'histoire se passe en 1969. Donc, elle a un enfant trisomique. Son mari, parce que son chum l'a quitté parce qu'il ne voulait pas s'occuper d'un enfant ayant de si gros problèmes parce qu'il disait on n'est pas une place de charité, on peut l'emmener à un endroit où ils vont s'occuper d'eux. Puis Vanessa Paradis, non, c'est mon fils, je vais m'en occuper jusqu'au bout. Est-ce que Kevin Parent graine des verres? Non, mais ça reste pas une personne. Comme moi je te dis, c'est Kevin Parent, c'est le personnage qui me tombe vraiment sénère. Parce qu'en même temps, on a donc l'histoire qui se passe au présent en 2011 de Kevin Parent, qui est père de deux enfants, a passé 20 ans de sa vie avec son amour de jeunesse et l'a laissé pour une autre fille qui est 10 ans plus jeune, donc un petit peu la crise à la quarantaine qu'on connaît, le démon du midi, refaire sa vie à 40 ans avec une autre fille qui est plus belle. Encore plus belle, plus jeune et plus belle, entre guillemets. Puis, t'es comme tout le monde dit, oh mon Dieu, elle est tellement belle, regardez les jeunes, tout ça, blablabla. Bonsoir Rose, bonsoir. Ben ça tombe bien, Rose, parce que c'est le film que je voulais te parler cette semaine. Parce que moi, j'ai écouté Café de Flore, après ça, j'ai été faire un câlin à Rosine, parce que justement, j'ai tellement le personnage de Kevin Parent. Mais c'est peut-être aussi la façon que le film aborde le sujet. Donc là, comme je disais, on a Vanessa Paradis avec son enfant trisomique dans les années 60. Et elle qui donc donne toute sa vie à cet enfant-là. L'histoire de Vanessa Paradis est vraiment la plus belle des deux histoires, je trouve, est vraiment plus touchante. Elle donne toute sa vie à son enfant. Toute sa vie est basée autour de son fils, qui son fils finit par tomber amoureux d'une autre fille à l'école. Un autre enfant trisomique et son fils donc est fou amoureux, il y a environ 7-8 ans quand ça arrive, il est fou amoureux de l'autre fille, ils veulent tout être ensemble, puis la mère finit par un peu être jalouse
parce qu'elle doit te délaisser. En fait, elle accepte pas de. Je sais pas si elle accepte pas de se faire remplacer par une autre personne dans sa vie. Ou alors elle accepte pas que son fils fasse des crises autant, puis son fils aurait des. À cause que son fils fait des crises à l'école parce que l'autre fille est à l'école, il pourrait se faire renvoyer, envoyer dans une école spécialisée, puis elle accepte pas ça. Donc elle doit essayer de trouver une façon de séparer les deux. En tout cas, son fils est avec l'autre fille, avec la jeune fille de l'école. Où est Rose ce soir? Elle est ici, elle est là. Donc, il y a cette histoire-là, et en même temps, comme je vous dis, il y a l'histoire de Kevin Parent qui, une famille est sous poids donc de marier sa nouvelle épouse, donc sa nouvelle conquête, sa nouvelle blonde, et on a quelques scènes où on est avec son ancienne, en tout cas la mère de ses enfants, son ancienne blonde. Et tu vois à quel point ça lui fait de la peine, puis elle s'en est pas remis encore, puis elle comprend pas, puis elle a la meilleure amie de sa blonde qui dit oui mais tu vois genre c'est juste le démon du mini, Kevin Parent, son personnage c'est un salaud, c'est un sale con, blabla, c'est un DJ en plus, il y a beaucoup d'affaires sur la musique. Et ce que j'ai, attention, donc ça c'est le punch, à la fin du film, en fait comment elle s'appelle, la Hélène Florent, non c'est ça, c'est Hélène Florent, donc son personnage fait tout le temps des rêves sur un petit monstre qui la regarde, puis elle décide d'aller voir une médium. Et en allant voir un médium, elle découvre donc qu'elle, dans une vie passée, elle était Vanessa Paradis, en tout cas elle était le personnage de Vanessa Paradis. Et donc le petit monstre, c'est l'enfant trisomique, c'était son enfant, et elle découvre donc que l'amour qu'elle ressent pour Kevin Parent, en fait l'amour qu'elle ressent pour l'homme de sa vie, c'est l'amour maternel qu'elle a eu de sa vie passée. Et donc pendant qu'on apprend ce soir-là, on voit aussi en même temps en parallèle l'histoire de Vanessa Paradis. En fait, décide d'emmener son fils et en fait elle attache son fils dans un lit, puis son fils continue à crier, donc là elle devient un peu folle, puis elle décide d'emmener son fils en auto avec sa copine, puis de faire un accident d'auto pour se tuer tous les trois, parce que c'est pas vrai qu'elle va laisser son enfant partir loin d'elle. Donc Vanessa Paradis se tue en tuant les deux enfants. Très joyeux, hein? Ça reste la meilleure des deux histoires imaginées. Puis là, donc, à cause de que ça, Hélène Florent donc apprend qu'elle a tué son fils dans une vie antérieure et que son fils serait donc sa réincarnation de son ancien copain, de son ex-chum, du père de ses enfants, et que sa blonde, la blonde en fait qui vient de se faire, serait la réincarnation de son amour dans l'autre vie. Tout ça. Oui, gros spoiler, hein? C'est pas déprimant pantoute. On dirait que ça me tente vraiment pas de regarder le film. Allez, faut que j'écoute ça. Mais là, moi, je suis pas spirituel du tout. Donc là, voir un film où le gars, clairement sur moi, vit le démon du midi, clairement vit avec une fille qui a 10 ans plus jeune, puis tu vois l'autre, Hélène Florent, qui donc est en détresse, qui est super triste, qui vient de perdre l'amour de sa vie, et que ses enfants aussi viennent de perdre, voir ses parents se laisser, puis ils vivent moi j'ai vécu une séparation parentale, donc je sais qu'est-ce que c'est voir ses parents avec une belle-mère qu'on haït, tout ça. Je comprends l'histoire, mais je comprends en même temps que Kevin Parent fait juste refaire sa vie, il a juste tombé amoureux de quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Mais de l'expliquer en disant non mais c'est romantique tout ça, c'est juste en fait parce qu'ils sont connectés dans les vies antérieures, blablabla. Ah, je m'en foutais. Moi, tout ce qui se passe dans les rêves me fait royalement chier. Mais voilà, mais ça se passe pas dans les rêves. Ça se passe pas dans les rêves. C'est juste, en fait, une réincarnation qu'ils ont vue parce qu'en fait, donc ils sont morts. Comme j'ai dit, le film se passe. La partie de Vanessa Paradis est mort en 69. Ils sont morts en 71 dans le film quand il arrive. Et donc, Kevin Parent et Hélène Florent ont 40 ans dans l'histoire. Donc, ils ont été réincarnés tout de suite. Puis moi, je suis pas du tout là-dedans. Et en plus de ça, le film, comme je dis, a des gros problèmes. Une de ses grosses qualités à Jean-Marc Vallée, c'est aussi son défaut dans ce film-là et dans Young Victoria, c'est que son montage est tellement entrecoupé, c'est vraiment beaucoup de cotes. Ça coupe. Puis là, donc, t'as des flashbacks sur des souvenirs et des flashbacks de tout ça. Et ça en vient un peu comme j'ai un ami qui m'avait déjà dit en cinéma.
une tartinade, si tu mets trop de beurre dessus, ça finit par devenir indigeste. Faut que tu saches comment étendre ton beurre juste parfaitement sur ta toast. Si en mets trop, ça va goûter dégueulasse. Puis ça n'est trop, je trouve. Le montage est vraiment trop intense dans le style de Jean-Marc Vallée, avec des coupes partout. Et en plus de ça, moi je suis pas un grand fan d'Iñárritu. Et ça ressemble beaucoup, je trouve, à des films d'Iñárritu parce que là, d'habitude, au moins dans Young Victoria ou dans Crazy ou dans Asbury Club, Wild, l'habitude de montage où il y a des flashbacks, c'est pour montrer d'autres des moments de vie passée, des souvenirs. Mais là, tu as aussi des plans de même, ici et là, qui sont juste symboliques. Qui sont juste là parce que, tu sais, ça a un message. Puis moi, ça me parle pas du tout. Moi, mes rêves, ça veut rien dire à 95% du temps. Mais si tu savais. Je pensais que tu vivais ta vie antérieure toutes les nuits en voyant ton fils du passé. Non, mais peut-être, hein, peut-être que c'est ça que Freddy fait. Mais c'est ça. Puis là, mais par contre, pourquoi donc je le mets plus haut que Demolition? Parce que même si Demolition, comme je dis, la première partie, j'ai vraiment de la misère à embarquer dans le film jusqu'à la deuxième, que je trouve qu'il est meilleur. Mais reste à ça, je trouve que la direction photo est très très belle. Sur la partie de Vanessa Paradis, même si Vanessa Paradis, un personnage qui en fait vrille complètement à la fin puis devient folle en tuant son fils, je trouve qu'elle est vraiment plus intéressante et vraiment plus touchante jusqu'à avant. J'ai plus de facilité avec ces moments-là. La direction photo aussi est vraiment nice parce qu'ils ont fait deux styles de direction photo assez différents. Dans les années 60, ils ont vraiment un petit grain particulier. Tu retrouves vraiment une sorte d'Europe de l'époque dans la direction photo, dans l'image, avec une caméra photo, une direction photo complètement différente dans les années 2010. Donc c'est vraiment nice. Il y a des idées de mise en scène qui sont aussi vraiment cool, pour vrai. Mais j'ai vraiment de la misère avec la fin. Puis même la première fois que j'avais vu le film, j'avais vraiment de la misère. Quel film que j'avais. Oui, c'est ça. Café de fleurs, non. J'avais mis 6 sur 10. Parce que c'est pas un mauvais film. C'est juste que la fin me fait royalement chier. Parce qu'en plus de ça, Kevin Parent, non, en plus, c'est pas non plus, c'est vrai, c'est pas le meilleur comédien, mais il sentait pas pire, Kevin Parent, mais c'est ça, c'est pas lui qui a le plus de dialogue. Mais en plus, donc comme je l'ai dit, la meilleure amie de Hélène Florent, donc de l'ex à Kevin Parent, est tout en là en train de dire ton ex, le père de tes enfants, c'est un sale con, il vit le démon du midi. Et donc, quand Hélène Florent va voir la voyante ou la médium, elle raconte ça à sa meilleure amie, et sa meilleure amie, embarque-toi pas là-dedans, puis c'est exactement le discours que j'ai, genre, en plus, comme, embarque-toi pas dans une affaire de mythique pour essayer de trouver un sens à ta vie, moi qui est pas spirituel du tout. Puis elle dit donc un discours un peu, je dirais, à quelqu'un qui essaie de trouver des réponses dans des gens qui vont dire t'as une vie passée. Ce qu'elle fait donc la meilleure amie, c'est qu'elle va voir la médium et la médium finit par raconter l'histoire. Puis la médium est une personne incroyable qui veut pas d'argent, qui voulait juste donc l'aider et qui s'en fout tout ça, veut même pas qu'Anne Florent revienne pour une deuxième session. Et la meilleure amie apprend donc l'histoire et finit par être convaincue qu'elle aussi c'est vrai. Donc le personnage de la meilleure amie, au final, à la fin, sert juste à convaincre les spectateurs comme moi qui font comme oh, mais tu, ça se pourrait. Ou les spectateurs plutôt comme oh, ça se pourrait que ce soit pas vrai, ça se pourrait que c'est le médium qui a juste menti. Mais non, parce que la meilleure amie qui est sceptique finit aussi par être convaincue. Et à la fin, t'as une photo de Hélène Florent et Kevin Parent, en tout cas des acteurs jeunes dans la vingtaine qui sont en photo. Et dans le background, tu vois dans la photo, donc il y a une autre photo, une photo de la France de Notre-Dame, et tu vois donc en tout petit, deux personnes qui font salut, puis à plusieurs moments dans le film, Vanessa Paradis et son fils vont devant Notre-Dame, ils font des saluts aux gens qui prennent des photos. Bref. L'ami t'a laissé tomber. Oui, c'est ça, l'ami. Exactement, Emily. L'ami, elle a fait comme fuck off, Pierre-Marc, va-t'en, regarde, moi aussi, j'y crois. Je crois pas à je suis pas très spirituel, je crois pas à la spiritualité. Si vous y croyez, c'est correct. Il n'y a aucun mal à croire à la spiritualité. Puis si ça vous fait du bien, si ça vous répond à vos questions, si ça vous fait grandir, je m'en fous. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste que moi, j'ai de la misère à embarquer j'ai même pas de la misère à embarquer dans un film qui a de la spiritualité. Parce qu'il y a des films que la spiritualité, je suis capable d'embarquer. Il y a des films qui sont spiritueux. Non, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il y a des films de même que je peux accepter. Mon problème, c'est vraiment
oh, Kevin Parent qui vit. En fait, j'ai un peu de la misère avec Kevin Parent qui refait sa vie, puis que tout est pardonné parce que Mystique. Voilà. En fait, je trouve que ça sort, on dirait quasiment un peu de nulle part. Mais même si les deux histoires sont présentées tout le long, parce que c'est quand même nice, tout le long tu te dis, mais pourquoi il y a l'histoire de Vanessa Paradis, puis il y a l'histoire de Kevin Parent dans les films, pourquoi il y a ces deux histoires-là à la fin? Ah, tu vois, à la fin ils sont reliés. Mon problème, c'est Kevin Parent aussi. Aujourd'hui, c'est sûr que ça a moins bien vieilli à cause de ça. Donc, c'est rare qu'on voit des films avec des montages parallèles de même. Puis là, tu dis, ah oui, Kevin Parent vit l'amour de sa vie avec Evelyne Brochu, donc sa nouvelle flamme, son nouvel amour. Pendant que Vanessa Paradis, son fils, est amoureux de l'autre jeune fille de son école. Donc, c'est peut-être vous montrer comme l'amour est pas facile à toutes les époques, blabla. Et après, c'est juste, tu vois que c'est les mêmes personnes. Je sais pas, j'ai pas embarqué. En fait, j'ai vraiment pas embarqué. Mais il reste. J'ai vraiment hésité entre mettre Café de Flore en 6 puis Demolition en 5. Mais je trouve que la Démolition finit bien, tandis que Café de Flore, 3/4 est bien. Est-ce que tu fais des notes pour les streams comme ce soir? Est-ce que tu fais des notes? Non, je fais pas. Ben, j'y pense beaucoup. Tu dis ça parce que genre j'ai l'air de me répéter parce que je me dis des fois je devrais peut-être faire des notes. Oui, je sais que je me répète, mais j'y pense beaucoup à ce que je vais dire. Mais je fais juste vous. En fait, je vous fais juste vous parler avec mon cœur. C'est juste ça qui arrive. Je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je vais aborder. Mais c'est ça, non, je me laisse normal. En même temps, c'est pas compliqué. Je fais pas une analyse en détail de Jean-Marc Vallée, comme qu'est-ce qui a inspiré chacun de ses films. Mais c'est ça. Le film Café de Flore, je voulais beaucoup critiquer, il n'est pas acheté non plus complètement, comme je vous dis. L'histoire de Vanessa Paradis est incroyable. Il y a des directions photos qui sont incroyables. Il y a même des bouts avec Kevin Parent qui sont assez touchants. Là. Il y a quand même des. On est impressionné que tu saches tout ça. Arrêtez. Il y a quand même des extraits avec Kevin Parent, avec ses enfants qui est assez touchant. Puis je pense vraiment pas, en plus, que l'histoire de Kevin Parent c'est une mauvaise personne au final. Je pense vraiment qu'il a laissé son ancienne conjointe pour une autre personne parce qu'il était en amour. Puis tu restes pas avec quelqu'un juste parce que ça fait 20 ans que tu es avec une personne. Tu ne restes pas avec quelqu'un par routine. Je suis pas d'accord avec ça non plus. C'est normal que si tu ressens quelque chose à une autre personne puis que ça te part pas ce ressentiment-là, reste pas dans une relation qui te rend malheureux. Mais déjà à base, je trouve que les films québécois qui parlent de la crise de la quarantaine m'intéressent peu, mais romancisés. Je sais pas, il y a quelque chose qui me bug avec cette façon de raconter l'histoire-là, de cette façon-là. Parce que même si je suis d'accord avec ça, j'ai trop de peine pour Hélène Florent. Ça me fait tellement chier pour Hélène Florent. Ça me fait de la peine pour les enfants. En fait, je me sens plus attaché à eux qu'à Kevin Parent. Puis c'est Kevin Parent, c'est le personnage principal de son histoire à lui, mais je comprends peut-être parce que on en a soupé de la. Oui, on s'en fout de la crise de la quarantaine. Pensez à autre chose. On en a soupé de la crise de la quarantaine, exactement. Mais peut-être parce que genre, je suis justement. Mes parents étaient séparés, puis je pense à mes belles-mères quand j'écoute le film. Je m'identifie beaucoup plus aux enfants qui aiment pas leur belle-mère, même si c'est pas une mauvaise personne dans le film. Dernièrement, la belle-mère est pas une mauvaise personne. Je me sens beaucoup plus de la peine pour la mère qui a perdu donc son amour de jeunesse, tout ça, puis qui est pas capable d'en s'en remettre. Bref. Ça reste quand même en 5e position. Mais j'ai toujours eu vraiment beaucoup de misère avec la fin. Puis même en réécoutant le film, je me suis dit, peut-être que ça va changer. Non. Numéro 4, Wild, Sauvage. Donc tiré d'un roman. C'est peut-être parce que la crise de quarantaine, c'est quelque chose que tout le monde passe à travers, fait que c'est ordinaire. Je pense que ça a été surtraité. Mais au Québec, on a pendant une certaine période beaucoup parlé de la crise de la quarantaine. Mais oui, c'est sûr que ça touche. Puis je pense que c'est important qu'on en parle. Puis quand même, au final, Café de Flore l'aborde d'une façon vraiment plus originale que la plupart des films
Même s'ils disent dans le film, ils disent littéralement, ah, ce n'est pas la crise de la quarantaine, c'est le vrai amour. Je fais des gros yeux, hein. Vous voyez comment moi j'y crois pas là. Ça fait un film sur la crise de la quarantaine qui est vraiment plus original, avec un côté mystique, et si ça vous parle, tant mieux, avec l'histoire de Vanessa Paradis. Donc, tu sais, quand même, ça sort de l'ordinaire, puis il y a des. Jean-Marc Vallée venait de sortir de Young Victoria. En fait, dans l'ordre de ses films, il y a eu Liste Noire, Lost Circus, Loser Love, Crazy, Young Victoria, Café de Flore, Dallas Bar Club, Wild et Demolition. Il vient de sortir de Young Victoria, donc il n'y avait pas le Final Cut. Il y avait Crazy avec un gros succès. Il y a tout son bagage donc, de réalisateur où il est en montée de même. Donc clairement, il y a des affaires de mise en scène qui sont vraiment, vraiment nice. Désolé, par contre, la fin, bon. Donc Wild, que j'ai mis, que là vous avez trouvé fou, là, mais j'ai mis Wild 6 sur 10. Donc Café de Flore, j'ai mis 6 sur 10. Et Demolition, j'ai mis 6 sur 10. Mais Wild c'est plus un 6.5. Parce que je le trouve quand même un petit peu le pacing, le rythme me retient un peu de l'aimer plus que ça. Je trouve que les 30 premières minutes sont un petit peu lents. Ouais, juste ça. Oui, mais juste savoir que l'ancienne femme de Johnny Depp me donne juste savoir que l'ancienne femme de Johnny Depp me donne assez envie de l'écouter. Elle est bonne en plus, Vanessa Paradis. Mais oui, il y a juste ça, parce que c'est ça, en fait. Mais ça, comme je te dis, j'ai hésité en 6 ou un 7. Mais c'est parce que Wild, c'est pas un film que je vais retourner vraiment. J'ai retourné parce que là, je regardais Jean-Marc Vallée, les films. Ça m'a beaucoup plus touché que la première fois que j'ai vu. J'avais été le voir au cinéma. Je trouve que Laura Dern est incroyable. Attends, on va résumer l'histoire. Donc, Wild, c'est l'histoire vraie d'une jeune femme qui vient de perdre sa mère. Donc, sa mère est morte à 46 ans. Et passe donc par une grande période de recherche personnelle, et donc aussi elle finit par faire de l'héroïne, coucher avec plein de gars. Comme, en tout cas, vraiment sa vie a été détruite au moment de mort de sa mère, et donc décider pour un peu passer dans le deuil, de s'en sortir, accomplir de quoi, de faire une randonnée de 3 mois de 1700 km de la Californie jusqu'au Canada, dans les Rocheuses. Mais c'est ça, je trouve il y a certains rythmes au début qui me retient un peu. Le film m'a vraiment plus touché. Vraiment, les parties avec la mère de Reese Witherspoon puis Laura Dern. Laura Dern joue la mère. Les parties avec Laura Dern me touchent vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle était incroyable dedans. Les deux ont été nominés aux Oscars pour meilleure actrice et meilleure actrice de soutien. C'est vraiment juste en fait le début. Puis, je sais pas, ça me tente un peu moins. Je trouve aussi que la direction photo est un peu moins belle. Comme j'ai dit, les 3 premiers films, Liste Noire, Loser Love et Lost Circus, sont de Pierre Gilles ou Pierre Guire. Les 3 derniers films de Jean-Marc Vallée, Demolition, Wild et Dallas Bar Club, sont du même directeur photo. J'ai un blanc de mémoire, Yves Bélanger. Et des 3 directions photo, je trouve que Wild, en fait, ce que j'aime moins, c'est qu'on dirait, comme vous voyez, un petit peu des couleurs délavées de même. Puis ça marche avec le ton du film, mais on dirait que ça m'abrutit un peu. C'est ça. J'aurais aimé. Puis je veux dire, la direction, la colorimétrie a une raison d'exister. Mais c'est ça. Je trouve que j'ai été beaucoup plus touché par Reese Witherspoon que dans mes souvenirs. C'est extrêmement touchant. En tout cas, j'ai beaucoup plus pensé à ma mère, même si ma mère est pas morte, mais en me disant comme, tu sais, si tu perds ta mère alors que ta mère est aussi jeune, puis que c'est toute ta vie, puis comme je dis, Laura Dern est une personne qui l'a pas eu facile, puis ça me faisait un petit peu penser à ma mère, même si ma mère n'a pas vécu ça de même, mais t'es comme, elle est partie de loin pour tout donner à ses enfants, un peu comme dans Vanessa Paradis. Oui, tu dis j'adore le DOP. Yves Bélanger est un excellent directeur photo. C'est juste qu'entre les 3, c'est celle que j'aime le moins dans sa colorimétrie, même pas dans ses plans. Parce qu'il y a quand même des beaux plans dans Wild, mais c'est. Je trouve que Wild a une plus belle direction photo que Demolition, mais j'aime moins la colorimétrie de Wild, juste au cas où. Donc la colorimétrie, si vous ne savez pas, c'est l'étalonnage. Ah bonjour, entre deux chaises! Hey, allô! Tu savais un groupe ou chanteur-chanteuse qui représente l'œuvre de Jean-Marc Vallée pour toi niveau musical? Oh! Bonne question. Pour moi,
Ce serait sûrement du. C'est assez difficile parce qu'il y a des styles assez différents. Comme j'ai dit, Jean-Marc Vallée a beaucoup représenté la musique. Je pense que ce serait du Pink Floyd. Même si Wild, c'est Simon Garfunkel qui a fait Flower, c'est un peu plus. Le personnage de Kevin Parent est un DJ, donc c'est un peu plus techno. Mais je sais pas, on dirait. C'est du Pink Floyd quand même dans la façon de. Pourtant, j'aime beaucoup cette colorimétrie. Oui, mais t'as le droit de l'aimer, ça c'est vraiment personnel, Emily, hein, pour Wild. Je trouve, mais c'est juste, moi, les couleurs délavées m'attirent moins au regard, même si on a raison. En passant, si vous ne savez pas, en deux chaises qui fait donc des excellents Twitch sur la lutte. C'est ça, sur la lutte, si je me trompe pas. Hein. Donc, si jamais sur Twitch et qu'ils font des podcasts aussi, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je fais un peu de publicité. Mais c'est ça, ce serait plus du Pink Floyd, je trouve, on dirait, dans leur style. J'aime tes analyses, merci, c'est très gentil. Mais c'est ça, donc il y a aussi, encore une fois, donc, son montage avec des transitions. Comme je disais, là encore une fois, on a l'arc narratif de Reese Witherspoon qui se promène donc, sur le 1700 km de trekking, donc de randonnée. Et il y a deux autres flashbacks. Il y a des flashbacks quand elle est avec sa mère, quand elle est encore vivante, et des flashbacks après sa mère, quand elle est rendue héroïnomane puis qu'elle se cherche un peu dans sa vie. Et les trois histoires, même si l'histoire principale est plus souvent représentée, on n'a pas des flashbacks, sa mère est là, sa mère est là, sa mère est là, elle est morte, puis là on a des flashbacks sur elle qui est rendue toxicomane. C'est vraiment sa mère est là, toxicomane, mère est là, toxicomane. Donc on disperse un peu les informations sur le personnage, sur la façon d'idée, et c'est vraiment fun comment Jean-Marc Vallée a travaillé son montage là-dessus. Je vais suivre ça, mais oui, allez-y, n'hésitez pas à suivre entre deux chaises. Mais c'est ça, donc c'est ça, sa direction photo, me parlait moins, mais reste que les plans sont incroyables. Je veux dire, ils tournent dans des forêts, dans des parcs nationaux, et c'est très très beau. Puis quand ils sont dans l'hiver, avec le renard au milieu, c'est incroyable. Et en plus, Yves Bélanger, comme j'avais dit, je sais plus si je l'ai dit, sur Lost Locust puis Loser Love, les deux premiers films, ils avaient vraiment un petit budget. Donc, Jean-Marc Vallée était habitué de travailler avec peu d'argent. Et même si The Asbury Club et les Wild ont eu plus d'argent que les films indépendants, ils avaient décidé, pour aller plus vite et pour économiser, de tourner sans caméra, sans direction, pas sans caméra, excusez-moi, sans éclairage pour la caméra. Donc, tout ce que tu vois, c'est en lumière naturelle. Les scènes de nuit sont en lumière naturelle, ce qui permettait d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à travailler là-dessus. Led Zeppelin, pour moi, ça me fait découvrir encore plus le groupe. C'est vrai, oui, je pense, mais en plus, je dis Pink Floyd, mais je sais même pas si y a de la musique. Y a-tu de la musique de Pink Floyd dans Crazy? Je me rappelle même plus. Mais je sais pas pourquoi, en fait, c'est vrai que Led Zeppelin aussi, ça aurait pu marcher. Je trouve qu'il y a de quoi d'assez dans Pink Floyd. Je m'y connais moins en Led Zeppelin, c'est pour ça, mais qui peut être assez baroque, vraiment, qui peut aller vraiment n'importe où, qui change de style de même dans la même chanson, un peu comme Crazy ou Liste Noire, mais tu as des moments aussi extrêmement mélodieux, c'est pour ça que je pense à son œuvre, comme Young Victoria ou Wild, qui sont plus calmes, plus contemplatifs. C'est pour ça que moi, je pensais de même. Je connais vraiment moins Led Zeppelin, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Je connais Led Zeppelin de nom, mais j'écoute moins de Led Zeppelin. Ils ont tourné un film sans caméra, vraiment un exploit, oui, c'est ça. En fait, c'était juste une émission radio, au final. Ça commence dans la chambre de Marc-André Gondrin avec Dark Side of the Moon sur le Moon. Oui, c'est peut-être pour ça. La musique River est très large en même temps pour Pink Floyd, oui, c'est ça. Mais Led Zeppelin aussi, j'imagine, c'est que aussi c'est un petit côté-là. On est quand même dans les mêmes années. Oh, attendez, la musique s'est arrêtée. On va repartir sur. Hop. Voilà, une autre musique. Donc c'est ça. Wild, qu'est-ce que j'ai à dire? J'aime aussi vraiment le parcours du personnage dans son deuil. Contrairement à Demolition, qui est aussi deux films un après l'autre qui parlent de deuil. Comme dès le début du film où Reese Witherspoon est triste de la mort de sa mère et finit par accepter sa mort, je me suis beaucoup plus attaché à elle qu'à Demolition où au début le personnage ressent rien et à la fin finit par se rendre compte que même s'il aimait pas sa femme, est triste qu'elle soit partie de sa vie. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire honnêtement sur c'est un très bon film. C'est juste que c'est pas le film que je vais me replonger dedans. Puis mes 6 sur 10, c'est souvent des films où je me replonge un peu moins dedans, honnêtement. Maintenant, numéro 3, donc je n'avais jamais vu avant et que j'ai écouté pour le stream pour découvrir Liste Noire.
Donc l'histoire c'est un film de 1995 et ça se sent beaucoup, je vous avouerai, dans les effets de style, du montage, d'éclairage, décor. Donc c'est l'histoire d'un juge de la cour fédérale, si je me trompe pas. Attendez, je ne vais pas dire n'importe quoi. En tout cas, c'est un juge qui se fait arrêter avec une prostituée. Et donc, va passer un procès. Et la prostituée a récolté le nom de plusieurs autres juges ou même le ministre de la Justice avec qui elle a couché et menace de publier les noms, tout ça aux nouvelles si elle n'a pas des pots de vin. Ça, c'est en gros. Ils avaient tourné une scène avec caméra à l'épaule sans lumière ajoutée dans Dallas aussi. Oui, c'est ça. En fait, Dallas Buyers Club et Wild, je sais pas pour Demolition, ils sont les deux films. Dallas Buyers Club et Wild sont sans caméra, sont sans lumière. Les deux films avaient été faits sans lumière artificielle. Ils n'ont pas eu de spot. Ils ont tout tourné en lumière naturelle. Ça permettait de réduire considérablement le budget et aussi en même temps d'être plus rapide à tourner. T'avais moins de choses à installer, t'avais pas de tests d'éclairage à faire, tout ça. Tout tournait avec l'éclairage naturel. Donc les deux avaient fait pareil, Dallas Buyers Club et Wild, ce qui avait permis donc de tourner rapidement, de rentrer dans leur budget et donc c'est pour ça j'imagine que Jean-Marc Vallée a eu une carrière après ça à la télévision, ou en tout cas aux États-Unis. Ça avait permis donc de rentrer dans son budget. C'est la même histoire avec Tim Burton. Hein. Tim Burton a eu une carrière parce que son premier film, il est rentré dans les jours de tournage, puis il est rentré dans son budget, puis le film a fait beaucoup d'argent, puis on dit hey, t'es capable de faire un film économiquement, puis en plus que ça nous a rapporté de l'argent, on te laisse une deuxième chance, puis t'auras un peu plus d'argent, puis un peu plus de choix artistique dans ta démarche. Donc ça a été un peu pareil, j'imagine, pour Jean-Marc Vallée. Contrairement à Young Victoria, où il était vraiment plus restreint. Même si à l'époque, j'ai trouvé des entrevues de Jean-Marc Vallée qui était sorti en 2009 qui avait dit qu'il avait beaucoup aimé travailler sur Victoria parce qu'il y avait un budget conséquent, donc il n'avait jamais à se poser des questions. Mais il était dans une petite boîte fermée. Et j'ai pas réussi à retrouver, mais de mémoire, il avait passé, quand il est mort, il y avait eu des entrevues. Tout en parle avait repassé des entrevues, puis il avait reparlé. J'avais réécouté ça parce que j'avais été très touché de la mort de Jean-Marc Vallée. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup quand même si je critique certains de ses films. Mais les deux qui restent, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué. Et il avait dit que Young Victoria, ça lui faisait un peu de la peine parce qu'il n'y avait pas eu toute la liberté artistique qu'il aurait voulu ou qu'il aurait pu avoir. Et en regardant ces films, surtout les films qui parlent donc de deuil, et en regardant Crazy surtout, qui parle donc Jean-Marc Vallée est mort à Noël, puis au début de une des premières scènes du film, c'est Marc-André Gondin qui dit qu'il a toujours détesté Noël, puis ça me fait un petit peu au cœur, ça me fait un peu de la peine, parce que aussi Jean-Marc Vallée il est mort à 56 ans, de quoi de même. Puis il y avait tellement de projets encore. Il voulait faire un film sur Janis Joplin, il avait commencé à écrire des synopsis pour d'autres séries télé, tout ça. Une des morts qui m'a plus touché en tant qu'artiste, mais moi aussi, c'est ça. Puis en fait, je sais même plus, Émilie, je pense qu'on était chez toi. Je sais plus quand il est mort. En tout cas, non, peut-être pas. Il est mort en 2021. Non, c'était. Chez toi, Émilie, c'était le réalisateur de L'homme qui plantait des arbres. Et voyons. Des jardins. C'est qui le film? Quel film? J'ai un blanc de mémoire. Frédéric Bach. Non, Desjardins, oui. C'est Frédéric Bach quand on est mort. Oui, j'ai entendu Desjardins, oui, mais. Non, c'est toi, Fred, excuse-moi. C'est un autre Frédéric pour ça. Est-ce que Demolition est le dernier film qu'il a fait? Oui, Demolition est le dernier film qu'il a fait. Après ça, il a fait 2 séries télé. Qu'il a fait pour HBO, donc Big Little Lies et Sur ma peau. Ici, que vous pouvez voir, hop, en haut de moi. Voilà. Et il devait réaliser, c'est ça, il y avait d'autres projets en cours, mais qu'il n'a jamais pu compléter. Bach, le meilleur compositeur du monde, c'est un autre Bach, un Frédéric, mais un autre Bach. Donc ça, il continuait à tourner, il faisait des séries pour HBO, il comptait faire d'autres films, mais ça n'a jamais pu aller. Puis c'est triste parce que Demolition et son film. En plus, vraiment, tu sens qu'il était sur une avancée de carrière, il a vraiment pris une maturité à partir de Dallas Buyers Club, je trouve. Une maturité, c'est un peu chiant à dire, mais tu sentais qu'il avait un style beaucoup plus posé, qui faisait moins. Qui avait un petit peu plus cherché son style ailleurs.
que dans les effets de montage, mais vraiment s'amuser avec la caméra. Il est un excellent directeur d'acteur, comme j'ai dit, donc je trouve je suis sûr qu'il y aurait eu encore un bon 10-15 ans de magnifiques films ou d'œuvres derrière. Mais bon. Liste noire. Donc oui, donc c'est en 95 et on est, comme tu dis, Rose, en assez en avance sur son temps. Donc on a l'histoire de la prostituée et on a l'histoire de Michel Côté qui joue donc le juge qui doit décider si son collègue, en fait c'est le juge qui doit s'occuper du jury de son collègue qui a été pris avec la prostituée, savoir s'il doit l'envoyer en prison ou non. Et donc la prostituée lui donne à lui les noms des 8 autres juges et du ministre de la Justice qui ont couché avec elle. Elle dit pas c'est qui les noms, elle dit juste j'ai une liste de noms, puis lui quand il regarde il voit c'est qui, puis nous on apprend donc qu'il y a le ministre de la Justice et ses collègues de travail. Et une personne qu'on sait pas c'est qui, un nom que personne sait c'est qui. Je dirais pas le punch. On est vraiment dans du gros thriller américain. Et c'est ça qui est le fun parce qu'en fait, souvent le cinéma québécois a boudé les films de genre. On a plus des drames, on avait un petit peu de films familiaux, mais le cinéma québécois, à la base, dans les années 70, parlait beaucoup de films de fesses, parlait beaucoup de films de sexe. Et Liste noire, donc, littéralement en parlant d'une prostituée, fait référence directement au cinéma un peu érotique et c'est complètement, c'est sûr que le film allait pogner ça. Le film Liste noire a été un gros succès au cinéma québécois. Ça parle de crime, ça parle de guerre, pas de guerre mais de meurtre, et ça parle de sexe en plus. Un film sur Lennon et son histoire d'amour s'en venait. Ah, pour vrai? Oh oui, c'est vrai, oui, ok, non, oui, j'avais pas John Lennon en tête, j'avais un autre. Oui, c'est vrai, il devait faire un film sur Yoko Ono, puis Yoko Ono avait tellement aimé Café Flore qu'elle lui avait donné la permission, c'est vrai. Mais ça, donc, parce qu'il y avait dans la musique, faire un film sur Janis Joplin, faire un film sur John Lennon, c'est sûr que ça aurait été un gros succès, puis ça aurait été incroyable là, avec son amour de la musique. Donc, mais le problème de Liste noire, donc, pour en revenir à Liste noire, c'est que je trouve que c'est comme, c'est un premier film, et des fois, il va un peu trop intense. Les transitions sont vraiment nice. Il y a souvent des transitions au montage pour passer d'une scène à l'autre qui sont super imaginatives. Plus que genre, je ferme une porte, la porte de l'auto, puis le mouvement de porte qui continue, c'est la porte de la maison. Puis voilà. Mais des fois, il y a quelqu'un qui prend des photos. Puis là, le flash nous fait changer de scène avec un personnage qui sent justement qui est poursuivi. Je vais mieux expliquer ça. Michel Côté, je pense, c'est une fois est en train de se faire Michel Côté est en train de se faire prendre en photo et on met pendant une des transitions de flash, donc ça devient tout blanc, on arrive sur la prostituée qui pense se faire poursuivre par un tueur. On a vraiment des mouvements de caméra sans arrêt. Le film est très très dynamique, mais c'est ça, le film, un petit coup de vieux. La première scène, je trouve que visuellement est très laide. Le décor est ultra rouge, ça fait kitsch au bout. Je sais pas, j'imagine que c'est voulu. Puis je me disais, man, j'espère que ça va pas être de même. C'est très. Ça me faisait penser à les peintes de fauvisme, tellement les couleurs sont criardes. Puis j'espérais que ça va pas être de même. Parce qu'après ça, ça aurait été juste laid à regarder pour les yeux. Ça se calme après, au moins. Il y a. Je dirais pas un bon retournement de situation, mais il y a un retournement de situation, même si je l'avais un peu deviné qui arrivait, qui est assez intéressant parce qu'il y a 2-3 scènes. Là, je peux vous dire le punch. Hein? Est-ce qu'il y a une probabilité que vous écoutez Liste noire dans les 10 prochaines années? Je pense pas, hein? Dis-moi là, c'est au pire, vous pouvez sauter de la vidéo, revenez dans 5 minutes au pire. Donc là, comme je vous dis, il y a plusieurs. Oui, spoiler, attention, gros spoiler. Donc là, il y a plusieurs. Michel Côté est au courant qu'il y a des noms. Il sait pas s'il doit rendre les noms publics ou non. Il se demande qu'est-ce qu'il doit faire avec ça. Et il reçoit des menaces de mort, lui et sa famille. Et même si je l'écoute, je serais pas déçu. Ah. Peut-être que oui, peut-être que tu vas être déçu à cause du petit punch. Donc là, il reçoit des menaces de mort. Et un de ses. L'avocat de la prostituée se fait tuer. Et tout le monde se demande qui aurait pu tuer. Est-ce que c'est un des autres juges qui sait qu'il est coupable, qui aurait commis le crime? Et à la fin, tu découvres que donc c'est Michel Côté qui s'envoyait des propres menaces de mort à lui-même. En fait, sa femme découvre et que même s'il a couché avec la prostituée, ben c'était un de ses collègues, un de ses mentors
qui avait mis un faux nom parce que c'est lui qui l'excitait de regarder des gens baiser. Puis Michel Côté, un côté très voyeuriste, aime se faire regarder en train de faire du sexe. Et des scènes en plein milieu, à des moments dans le film qui sont vraiment bizarres, où une scène où Michel Côté est en train de faire l'amour à sa blonde, puis il sait que son voisin le regarde, puis ça l'excite, puis tu te dis pourquoi cette scène-là, c'est vraiment bizarre. Ou un autre moment, il y a un autre moment où Michel Côté embrasse sa femme devant tous ses collègues de travail, puis il lui pogne le cul sans arrêt, puis la scène dure vraiment longtemps. Au moment où c'est malaisant, puis je suis comme au moment où tu te dis c'est bizarre, puis à la fin tu comprends donc. Tu comprends que c'est parce qu'il a couché avec la prostituée puis qu'il se faisait regarder par son collègue de travail pendant qu'il faisait l'amour. Donc t'es comme il est aussi une victime un peu de la prostituée. Mais je trouve que c'est un petit peu bizarre que la prostituée l'ait pas reconnue, ou en tout cas la prostituée s'est dit je vais donner le nom de mes victimes. Je vais donner le nom de mes victimes à une de mes victimes. Ça un peu... J'ai pas compris vraiment pourquoi elle a agi de même. Mais donc là, gros spoiler, donc c'est lui le tueur, puis j'avais vu un peu venir ça d'avance. Et le film, je trouve, surtout dans la façon qu'on traite la prostituée, me fait beaucoup penser au hashtag MeToo. Personne croit la prostituée, ou en tout cas personne le monde la prenne au sérieux dans ses menaces, mais tout le monde s'en fout un peu, puis personne ne va la protéger. Les policiers ne vont pas la protéger, les juges la renient, tout le monde la traite comme la sous-merde, et ça me faisait beaucoup penser en fait à un peu comme dans la hashtag MeToo, c'est des hommes qui font tout pour se protéger en sachant qu'ils ont commis des actes horribles et qui ne veulent pas perdre la face devant la société ou devant leur famille. Ils vont tout faire pour discréditer donc les paroles d'une femme qui travaille pour l'industrie du sexe. Au final, il n'y a rien de mal à ce que sa prostituée a fait comme travail. Et à la fin, quand Michel Côté se fait tuer parce que sa femme sauve la prostituée en tuant Michel Côté. Et donc, il y a des VHS de preuves et le policier brûle la VHS de preuves de Michel Côté parce qu'il faut pas salir son nom. Parce que même la police, finalement, j'imagine, est dans le coup. Puis tu sais, le ministre de la Justice est dans le coup aussi. Donc ça me donnait vraiment une grosse ambiance hashtag MeToo là-dessus. Donc qui avait quand même assez bien vieilli, qui critiquait comment les hommes vont tout faire pour se protéger face à des femmes quand leur nom est sali par rapport un peu à des agressions sexuelles, tout ça. Voilà. Mais c'est ça, il y a quelques côtés que je trouve qu'il y a un petit peu de surplus dans les effets de style, dans les montages, dans les couleurs, dans les ralentis ou dans la musique qui fait vraiment un peu trop thriller. C'est pas un bon thriller québécois là, j'ai mis 7 sur 10, c'est un thriller qui est divertissant. Mais c'est pas de la grande qualité, c'est pas du grand cinéma là. Même je dis grand cinéma, il y a des trailers que c'est du grand cinéma, mais c'est du thriller commercial. On sent vraiment que Jean-Marc Vallée voulait faire des films à l'international, qui s'est beaucoup inspiré du cinéma thriller, du cinéma américain. Il voulait rendre ça québécois. Le film n'est pas non plus dénué d'intérêt. Je dis, on est plus du côté, c'est ça, du suspense, mais il y a quand même une critique justement de la société. Donc le film n'est pas vide, mais c'est pas, disons, c'est pas le silence des agneaux. C'est ça. Oh, Pokémon. Numéro 2, on va aller maintenant avec numéro 2, Dallas Buyers Club. Donc si vous étiez là, mon stream la semaine dernière, il y a 2 films de Jean-Marc Vallée que j'avais mis 10 sur 10. Il y a Crazy que j'ai mis 10 sur 10, qui est même dans mon top 10 de mes films préférés. En tout cas, on va voir comme maintenant je dois refaire mon top 10. Et il y avait Dallas Buyers Club. En réécoutant Dallas Buyers Club, je l'ai réduit à 9 sur 10, qui reste extrêmement honorable. Mais du 10 sur 10 pour moi, il doit avoir vraiment. C'est difficile à dire parce que je trouve pas qu'il y ait de défaut à Dallas Buyers Club. Mais je pense qu'il est juste pas aussi bon que la première fois que j'ai vu. Comme vous savez peut-être, j'ai vraiment pas une phobie. J'ai une certaine phobie avec le sida. Ça me touche vraiment beaucoup. Il doit avoir Tom Green, c'est ça. Si Tom Green n'est pas dans le film, je peux pas mettre un 10 sur 10. Non, vraiment pas. Loin de là. Dallas Buyers Club, donc c'est l'histoire d'un homme qui, dans les années 80, un cowboy hétérosexuel, mais assez homophobe, rude, qui a beaucoup de préjugés envers les homosexuels, ou c'est ça, en fait, envers les homosexuels, et qui attrape le sida, donc en 1987, de quoi de même. Et les docteurs lui disent il te reste 30 jours à vivre.
finira par vivre 7 ans grâce à d'autres médecines, à trouver des médicaments qui étaient interdits aux États-Unis, mais qui va chercher dans d'autres pays pour continuer à survivre. C'est tiré d'une histoire vraie, qui a été un petit peu romancée, je vous avouerai. Il y a le personnage de Jared Leto, donc, qui est un homosexuel transgenre, qui va finir par devenir l'ami de Matthew McConaughey. Déjà, je vous dis, les performances d'acteurs sont incroyables. Matthew McConaughey était aussi bon que la première fois que je l'ai vu. C'est incroyable. Il est méconnaissable. Jared Leto aussi est très bon, mais pour vrai, Matthew McConaughey fait le film. Je me rappelle que cette année-là, c'était l'année où il était en compétition contre Leonardo DiCaprio. Et Leonardo DiCaprio dans Wolf of Wall Street, je le trouvais excellent. Mais en réécoutant Dallas Buyers Club, il n'a pas volé du tout. J'avais été voir au cinéma, puis comme je dis, donc j'ai des grandes peurs sur le sida. Et quand il apprend que le sida et qu'il dit ben non, c'est de la merde, il retourne chez lui, sniffer un peu de coke, boire de la bière, puis il invite son ami, puis 2 putes pour baiser. Et malgré ça, il décide de pas coucher avec, même si il pense qu'il n'y a pas le sida. J'imagine parce qu'il y a un doute raisonnable, il décide de pas le faire. Et comme je vous parlais de, disons, Demolition ou de Café de Flore, où les personnages n'agissent pas, j'ai de la misère à embarquer complètement avec la façon que les personnages agissent. C'est ça que j'aime de Dallas Buyers Club, c'est que malgré qu'il dit oh non, j'ai pas le sida, tout ça, à jamais il va coucher avec quelqu'un, même dans ses moments de doute, il sait l'horreur qu'il y a dans son sang, il sait à quel point c'est une maladie affreuse, il va même pas tenter le démon. Et même s'il y a des préjugés donc, sur les homosexuels, il va finir par se rapprocher de cette communauté-là. Et même en restant la même personne, en restant une personne rude, un peu charognard, grumpy cat, un peu. Parler en sacrant tout ça, va finir par s'ouvrir à cette communauté-là, à vraiment un bel arc narratif sur l'ouverture à la communauté. Et en même temps, il y a aussi une grosse critique des États-Unis. Ça m'a fait penser un petit peu à 2 raisons à la COVID. Parce que, contrairement au Canada, même au Canada, les médicaments qui rentrent ici doivent être approuvés par l'agence gouvernementale. Et donc, durant le sida, il y avait juste un médicament qui avait été accepté. J'ai oublié c'est quoi le nom. Mais bref, c'est pas important. Donc, il y avait juste un médicament qui avait été accepté qui était donc du lobbying de cette compagnie-là pour vendre et faire de l'argent. Alors qu'il y avait d'autres médicaments qui, selon le film, dit tu me laisses, bon, mais passe une bonne soirée, Fred, merci d'être passé. J'espère que tu t'es amusé. Et merci encore, c'était toi qui avais proposé Jean-Marc Vallée, donc merci encore de ta proposition. Même s'il y a d'autres médicaments ailleurs dans le monde qui pourraient fonctionner, il y a juste une qui est vendue aux États-Unis qui coûte très cher et donc qui est clairement du lobbying pour faire de l'argent de cette compagnie-là. Après ça, comme j'ai vu sur des analyses, est-ce que le film fait un petit peu, sans le vouloir, est-ce que le film critique plus la façon que le gouvernement fonctionne en acceptant des pots de vin pour graisser la patte de compagnie, ou en tout cas aider les compagnies, ou alors fait un petit peu aussi la promotion de pseudo-sciences ou de pseudo-médicaments avec des médicaments qui n'ont pas été approuvés par le gouvernement. C'est vrai. C'est vrai, surtout que quand j'ai lu un petit peu sur le médicament qui était utilisé dans les années 80, il n'était pas si dommageable que ça, mais c'est vrai qu'il n'était pas bon. Il n'était pas si dommageable que le film le présente. Bon, donc le film est historiquement peu vrai. Je ne suis pas ici pour vous faire un cours d'histoire, je suis ici pour vous parler d'une œuvre. Et donc, je trouve aussi que dans le montage, dans les transitions de Dallas Buyers Club, c'est super intéressant. Il y a des moments qui m'ont fait rire aussi dans tout ça. Il y a des moments où juste quand tu vois une tache de sang, sans rien dire, tu comprends le stress, tu comprends la gravité sans rien dire, juste dans le jeu d'acteur, juste dans la façon qu'ils réagissent. Donc, c'est vraiment le fun. Et donc ça, comme je dis, dans le montage, il y a un moment où le personnage de Matthew McConaughey a vraiment un gros doute et commence à faire une sorte, pas de prière, mais à parler en espérant que le monde s'arrange. Il dit si je suis capable de m'en sortir, je deviens une meilleure personne. Puis il y a plein de petits lampions, puis le plan est assez proche. Puis là, il y a une petite ambiance religieuse avec des éclairages donc de lampions. Après ça, il y a une coupe, puis tu vois après son long discours qu'il est dans un bar de danseuse, puis qu'il y a des petits lampions, c'est des lampions sur dans une table de danseuse. Et c'est très très drôle dans la mise en scène. Comment tu te donnes une idée
que tu te dis, ah, il est en train de prier, il est devenu religieux, tout ça. Mais non, il est juste continué à la même personne, mais avec. C'est des petits éléments de même que je trouve que les transitions font bien, ou la façon, comme une fois, il boit sa bouteille d'alcool, et tu le vois à 3 moments différents où il boit de l'alcool pour comprendre qu'il est en train de se saouler au début quand il accepte pas qu'il va mourir, il décide de prendre une cuite. Puis pour passer les 3 premiers jours de même, les 3-4 premiers jours, pour comprendre qu'il fait juste faire un gros party, il y a le même mouvement qu'il fait plusieurs fois de suite au montage. Super bon montage. Encore une fois, c'est Jean-Marc Vallée qui l'a fait. Qui avait été nominé aux Oscars. Le film avait gagné 3 Oscars. Il avait gagné un Oscar pour Matthew McConaughey, Jared Leto, puis pour les maquillages. Parce que les maquillages avaient été faits avec 250$ de budget. Ce qui est absolument rien. Puis c'est pas un gros film de. C'est pas un gros film de. Pourquoi je peux pas cliquer là-dessus? C'est pas un gros film non plus comme un Star Trek, mais 250$ de budget de maquillage pour un film complet, ce n'est absolument rien. Pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir? Bon. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, c'est ça. Oscar. Best Achievement in Makeup. Il avait été nominé pour meilleur montage. Oups. Il avait été nominé pour meilleur montage, puis je pense qu'il avait été nominé pour meilleur film, mais je sais pas s'il y avait. Je pensais que le meilleur réalisateur était là. Non, c'est ça. Mais donc j'ai baissé un peu la note parce que la partie donc où il se bat contre le gouvernement, je trouvais que m'avait moins intéressé que la première fois que je l'ai vu. Je trouve que le film est excellent, le film est super intéressant. Ça me fait beaucoup penser à du Spotlight ou à du Big Short. Vraiment des films que dans les années 2010 m'ont vraiment beaucoup appelé, que j'ai beaucoup apprécié. C'est les films qui donc des gens qui vont se battre un peu contre le gouvernement, qui vont remettre en question l'autorité, la façon que notre société fonctionne, sans tomber dans la pseudo-science. Donc ça, c'est vrai que Dallas Buyers Club, c'est un petit problème. Mais je l'ai trouvé moins. En tout cas, j'ai été moins pris que la première fois pour la deuxième partie. Mais j'ai tout autant aimé le film. Même si le film donc a perdu un 1 sur 10. Attends, donc il y avait quoi d'autre? Meilleur scénario aussi qui avait été. Meilleur film, meilleur acteur, meilleur acteur de soutien, meilleur montage, meilleur maquillage et meilleur scénario. Donc même si le film a perdu 1 sur 10, ça reste pour moi un excellent film. 9 sur 10, ça reste excellent. Et donc, vous doutez très bien, numéro 1, Crazy. Je me demandais donc, si en réécoutant ce film, donc qui m'avait autant marqué, si j'allais autant embarquer dans le film 6-7 ans après, parce que j'avais réécouté en 2016-2017. 2016. Je me demandais, est-ce que j'allais autant réembarquer dans l'histoire? Est-ce que j'allais trouver que les effets de style étaient trop intenses? Est-ce que je me demandais... Est-ce que je me demandais juste si j'allais autant l'aimer? Et bon Dieu, oui! Quel film! Déjà, la bande-son, la musique est incroyable. Les mises en scène, même s'il y a beaucoup d'effets de style, puis des fois, comme je disais, dans Café de Flore ou dans Les Sonons, des fois, il y en a un petit peu trop même. Je trouve que là, on a des effets de style assez différents qui fait que ça me dégoûte pas. Ça n'est pas une overdose de ces trucs-là. Chaque scène a son idée chaque scène, chaque plan quasiment a son idée de mise en scène. Bonjour pour Gamer. Allô, bonjour. Chaque scène a une idée qui est derrière, une façon de traiter ce que le film veut passer comme message, des chants contre chants, des ralentis, du montage, des jump cuts. Des fois, c'est juste la profondeur de chant, comme une fois où Michel Côté écoute en avant-plan son vinyle, puis en arrière, on a sa femme qui donc apprend qu'un de leurs fils est mort. C'est incroyable, je trouve aussi que... En fait, le film marche sur plusieurs niveaux. Déjà, tu pourrais juste aimer le film à cause de la relation père-fils entre Michel Côté et Marc-André Grondin. Tu peux avoir sur l'émancipation sexuelle, sur l'évolution des mœurs des années 60 à 80 dans le Québec. Il y a tellement de choses dans ce film-là. Sur la fatrie, sur la façon que, donc, de vivre avec d'autres frères, ou en tout cas avec des frères et sœurs. C'est juste des frères. C'est ça, il y a plein de choses là-dedans dans ce film que je trouve ultra intéressant et riche. Et peut-être aussi parce que je suis assez émotif, mais la relation avec le père entre Michel Côté et Marc-André Grondin, et je la trouve super touchante la fin, mais même tout le long.
Je trouvais dans la première fois que j'avais écouté il y a longtemps que Michel Gauthier, c'est un homme qui est tough, là, il montre pas ses émotions. Et en réécoutant, je trouve que le personnage de Michel Gauthier, le père, est super touchant puis intéressant puis beaucoup plus profond que la première fois que je l'avais écouté en grandissant. Je pense que j'ai vu d'autres façons que un homme qui n'a pas appris à montrer ses émotions essaie de nous dire à ses fils qu'il les aime mais qu'il les tient à eux. Pour Gamer qui s'en va déjà, merci moi de passer quelques secondes pour Gamer, merci. Mais donc c'est ça, donc je trouve que aussi la musique est incroyable et je suis extrêmement content parce que Crazy, je l'ai en Blu-ray et il était pas facile à trouver en Blu-ray parce que vu le nombre de musiques qu'il y a, pendant longtemps le Québec avait arrêté de le produire. Et quand tu voulais l'acheter, il coûtait genre 120-150$ sur Amazon. Puis j'ai pu l'acheter à cause que, tristement, la boîte noire, donc le club vidéo de la boîte noire à Montréal a fermé et j'ai pu aller l'acheter. J'étais très heureux, 20$. Mais c'est ça, donc ça reste mon film préféré de Jean-Marc Vallée. Dallas Buyers Club arrive juste derrière, c'est tout si bon pour vrai, je vous le conseille beaucoup. Même, j'ai beaucoup critiqué Café de Flore. Essayez-le. Peut-être que vous allez l'aimer pour vrai. C'est juste, ce n'est pas mon genre. Mais... Merci Rose. Merci pour le biscuit. Peut-être que c'est juste pas votre style. Peut-être que c'est juste mon style, mais peut-être que vous allez beaucoup aimer ça. Reste que Jean-Marc Vallée est un réalisateur, était tristement un réalisateur avec un immense talent, avec une approche de ses comédiens, une écoute sensible et une touche très personnelle dans son montage, dans sa façon de réaliser. Et il y aurait eu je suis sûr, encore plein d'œuvres qui auraient pu nous faire découvrir. Donc c'est ça, c'est tout pour ça. Et je dis bye bye YouTube. Hein? Pour ceux que vous l'avez écouté sur YouTube. Mais laisse un petit commentaire, un petit pouce bleu. Dites-moi quel est ton film préféré, n'hésite pas. Très gentil, merci.